déposé le 23 novembre dernier par l'opposition parlementaire. Et c'est la deuxième fois que le gouvernement de Brigitte Raffini est ainsi interpellé. Le résultat du vote est connu. 75 voix contre. La motion a donc purement été rejetée. Moussa Mani, quelles leçons tirées de l'examen du vote de cette motion de censure, Moussa Mani, que nous recevons sur ce plateau? Oui, politiquement, il ne faut pas avoir peur de le dire, ce fut un non-événement. Il pouvait rester comme une simple occurrence si la presse ne s'en était pas saisie. Une presse assez critique d'ailleurs par rapport à cette entreprise des députés de l'opposition. Elle a relevé le manque d'enjeu de la décision prise, il faut le comprendre ainsi, sur un simple coup de tête. Car vous l'avez noté, en même temps que nous, le Premier ministre l'a fort opportunément rappelé, toutes les questions soulevées avaient déjà été l'objet d'interpellations des membres du gouvernement. Alors, pourquoi cette perte de temps inutile? Plus de 8 heures d'horloge qui pouvaient utilement être consacrées au débat sur le projet de la loi des finances 2015, principal point inscrit à l'ordre du jour de la session en cours. L'on ne peut alors que déplorer cette attitude suicidaire des députés de l'opposition qui participe à une certaine banalisation de cette arme redoutable que constitue la motion de censure. Pourquoi d'ailleurs cette motion, dont l'issue du vote de toutes les façons était connue à l'avance? Un rejet flagrant qui aura quand même, et contre toute attente, créé sa grande surprise. 4 voix supplémentaires se sont ajoutées au nombre de voix collectées lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cette tentative de divertissement a donc échoué. Elle aura eu ce terrible effet boomerang pour l'opposition, conforté et renforcé par contre la majorité parlementaire dans son unicité et son soutien au programme du président de la République et au gouvernement. Elle aura permis au Premier ministre de battre en brèche tous les griefs, ou disons les termes justes, toutes les critiques injustes et mal fondées, teintées de démagogie, de mauvaise foi d'une opposition parlementaire qui aura mal jugé du temps, du moment et du lieu de son recours infondé. Un recours pour lequel elle n'a pas daigné prendre part à la conférence de présidents et au vote, que cela soit dit en passant pour souligner l'incrédulité de son attitude sous-tendue ainsi par un refus de s'assumer et une fuite de responsabilité caractérisée. Alors, la leçon à tirer de tout cela, Brigitte Raffini l'a dit, dixit la politique politicienne, les illusions grotesques, les anathèmes et les masques effroyables, les divertissements, les querelles byzantines et les débats puérils. La caravane de la Renaissance poursuivra son cap et son chemin qui, de jour en jour, est semé de réussites économiques et sociales, de réalisations concrètes, de chantiers promoteurs. C'est cela qu'attend le peuple nigérien, autrement dit, la satisfaction de ses besoins essentiels. Un peuple désormais fatigué des querelles politiciennes, des guéguerres politiciennes, un peuple averti qui se trouve sur la bonne voie. Et il le sera davantage si la voix du roi Guézo résonnait mieux dans nos oreilles pour nous permettre tous de nous mettre au service de notre pays, notre bien commun que nous devons de sauvegarder jalousement. Certains l'ont déjà compris, heureusement. La dernière preuve nous vient justement de l'Assemblée nationale avec l'adoption de la loi des finances 2015 par 85 voix favorables. C'est plus de 14 voix supplémentaires qui viennent s'ajouter ainsi aux voix recueillies lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et c'est tout dire. Merci Moussa Mani pour cette précision. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a quitté Niamey ce vendredi 28 novembre 2014 à destination de Dakar au Sénégal où il prendra part au 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Seydou Sidibé, ministre directeur de cabinet du président de la République, Madame Mekibi Kedijatou Dandobi, ministre de la Population, de la Promotion de la Femme, de la Protection de l'Enfant, Abdelkarim Dambala, ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdraman Hamma, représentant personnel du président de la République auprès de l'OIF et de Hassanou Kounou, ambassadeur de la République du Niger à Dakar au Sénégal.
Voilà ce qui est du président de la République, son départ pour l'organisation, le sommet de l'organisation de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie à Dakar au Sénégal, où se réuniront les différents chefs d'État. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en plénière de la session ordinaire au titre de l'année 2014. Pour cette dernière avant-journée de cette session des parlementaires, on va examiner et adopter plusieurs projets de loi. Les détails avec Rahila Chebou et Salif Garba. Ce sont au total 5 projets de loi que les députés ont examiné et adoptés ce vendredi. Il s'agit du projet de loi autorisant l'adhésion de la République du Niger à la Convention de Kyoto révisée, adoptée le 20 juin 1999. Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit AFD numéro NCE 15701R de montant de 19 678 710 000 francs CFA destinés au financement partiel du projet de l'État du Niger à éteindre ses réseaux de distribution d'électricité signé le 16 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2007-026 du 23 juillet 2007 portant un statut général de la fonction publique de l'État, le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intercession et le projet de résolution modifiant et complétant la résolution numéro 06 du 27 septembre 2011 déterminant la liste des réseaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Tous ces projets de loi ont reçu un avis favorable des parlementaires présents à la plénière. Ce qui a amené le ministre des Finances, Gilles Baye, et son homologue de la fonction publique, Lawal Cheibou, à remercier les élus du peuple pour leur sens élevé de responsabilité. La plénière reprendra demain samedi à 10 h pour la clôture des travaux de cette deuxième session au titre de l'année 2014. Vous l'avez constaté, il s'agit de Dosso Soga. Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomo, vient de séjourner à Dosso où ce vendredi, il a effectué plusieurs visites sur le chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures entrant dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014. Manuel Sido et Mourou Abdou. Afin de s'enquérir du niveau et de la qualité des travaux au niveau des différents chantiers de réhabilitation ou de réalisation des ouvrages relevant de son département ministériel, le ministre de l'Équipement, M. Ibrahim Nomo, a effectué plusieurs visites dans la ville de Dosso ce vendredi. Ainsi, en compagnie du gouverneur de la région de Dosso, M. Abdoulaye Issa, et de plusieurs responsables centraux et régionaux, le ministre Ibrahim Nomo s'est rendu successivement au niveau du tronçon qui relie la route nationale à la gare ferroviaire, au niveau d'un pont en construction, le rond-point face à Rennes, celui du château, communément appelé rond-point de la mort, le tronçon allant au stade régional en construction, une artère de la ville qui est en train d'être pavée, la tribune officielle où la voie a connu une extension pour répondre aux normes prévues pour le défilé la case de passage présidentiel. À l'issue de toutes ces visites, le ministre de l'Équipement s'est dit optimiste quant à la finition des travaux avant la date butoir, car, a-t-il dit, le pari sera gagné. Nous sommes venus à Dosso pour voir le niveau d'avancement des travaux en ce qui nous concerne, la question routière et puis l'électrification de la ville de Dosso. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous venons de voir. Au vu de l'avancement en tout cas global des travaux, nous pouvons parier que tout sera terminé dans les délais, Inch'Allah, par rapport au volet route. Donc, par rapport au volet électrification, on a un petit souci, mais que nous avons eu l'engagement, en tout cas de l'entrepreneur, que ce souci-là sera aussi réglé, puisque la plupart des cas de réalisation des plots, ils ont déjà terminé. Il faut maintenant proposer les poteaux. Donc il y a un problème de transport de poteaux qui s'est posé, et nous pensons qu'au vu du calendrier qu'il nous a donné, nous pensons qu'il pouvait aussi être dans les délais. Alors, espérons que les entrepreneurs s'y mettent pour finir dans le délai et les règles de l'art. Restons dans cette région où les investissements faits dans le cadre du programme de la Renaissance de Sosoga ont engendré des profits réels et créé des emplois aux populations locales. Les impacts
économiques sont désormais virables. Ali Hashimou et Mourou Abdou. Oui, depuis le démarrage des travaux de construction ou de réhabilitation des infrastructures devant abriter la fête tournante du 18 décembre, dont la cité historique et légendaire de Jamakoy aura l'honneur et le privilège d'abriter le 18 décembre prochain, des emplois ont été créés un peu partout dans la ville et même dans les autres grands chantiers comme celui du port sec et le chemin de fer. L'enveloppe injectée par les plus hautes autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, est colossal. Ces investissements ont permis de créer plus de 1000 emplois dans la ville de Dosso. Aujourd'hui, quand on prend le cumul entre ce qui est fait ou en perspective pour le port sec, pour le chemin de fer, pour Dosso Soga, c'est près de 150 à 200 milliards qui vont être injectés dans la région. Ce n'est pas petit. Et ça, en une seule année, pour une région, je peux dire que vraiment, Dieu merci. Au niveau de la cité du 18 décembre, justement, cette masse importante de travailleurs a permis de créer sur place des petits commerces, tabliers, bouchers, vendeurs de canne à sucre et vendeuses de nourriture et tout autre petit métier pouvant régénérer des profits. Bref, une ambiance est créée aux abords de la route nationale numéro 1 et chacun trouve son compte. Mohamed Isufu ir sabase zamin gono kandir se wana yankulu daman koyin mo ir sabase kayir ni charbai boren won nango labuan wan boren no go nango ir di charir ni charbai so ir faham di chare ir ni charlan bayan ta ba ir dira ir fai igo ir gi charche ir gi ma charba Pour l'exécution des travaux, un groupement de 8 entreprises a eu des marchés et chacun a engagé des centaines d'ouvriers qui travaillent de jour comme de nuit. Et la rentabilité est sans appel. Explication de l'inspecteur de travail de la région de Dosso. Dosso Soga est au-delà des emplois que Dosso Soga a pu créer. Nous dénombrons d'ores et déjà plus de 1000 emplois créés dans le cadre de Dosso Soga. Nous sommes aujourd'hui encore en train de comptabiliser doucement tous les emplois qui ont pu être créés, ça et là, dans le cadre de ce programme-là. Mais d'ores et déjà, sachez que du point de vue offre et demande d'emploi, je puis vous assurer que l'offre a dépassé nettement la demande. Aujourd'hui, tout celui qui vient à Dosso et qui est à la recherche d'une main-d'œuvre va se buter à un problème de travailleurs qui recherchent pour pouvoir finaliser ces ouvrages. Autre motif de satisfaction, ces travaux ont permis d'absorber le lot des demandeurs d'emploi, mais surtout de les résorber. Au niveau de la cité du 18 décembre, c'est une masse importante de gens. En dehors des travailleurs, vous allez trouver des emplois créés également, notamment parce que vous trouverez toutes les vendeuses de nourriture, les vendeuses de boules, les vendeuses de tout. Vous trouverez même d'autres travaux, des tabliers. Et là, il y a beaucoup d'activités qui ont pu se créer à partir de là. Indépendamment, je dis bien, des emplois qui ont pu être créés. Aujourd'hui, tous les travailleurs qui sont sur le chantier ont minimum un revenu qui va dans les pour 3 000, 5 500 jusqu'à 7 000 francs. Quand vous prenez au niveau des maçons, minimum c'est 7 000 francs vous allez payer un maçon pour travailler le jour. Quand vous prenez de l'autre côté, les autres travailleurs qui sont dans les autres secteurs, notamment la voie ferroviaire, c'est minimum aussi 5 500 francs le jour. Ce qui fait banalement pour le mois, en tout cas un peu plus de 160 000 francs. Pour quelqu'un qui est dans ces conditions, je pense que c'est bon. Comme on peut le constater, le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, a tenu sa promesse, surtout celle d'engager un nombre important de jeunes et les insérer dans le tissu socio-économique de notre pays. Restons avec l'équipe de la station régionale de Dosso dans le cadre des séries de reportages qu'ils ont initiés dans le cadre de Dosso Soga et se sont intéressés à la cité du 18 décembre qui vient renforcer la capacité des hébergements de la ville de Dosso. Reportage de Salamata Damou et Habibou Bako. L'un des grands axes du programme Dosso Soga, c'est la construction des infrastructures neuves pour répondre aux besoins urbains en termes de renforcement des capacités en logement et aussi pour mieux embellir la ville de Dosso. C'est ainsi qu'un complexe de 100 villas, dénommé Cité du 18 décembre, a été construit juste à l'entrée de la ville de Dosso. En effet, ce complexe de 100 villas
qui a poussé à la façade de la ville de Dosso, appelée cité du 18 décembre, est répartie en 8 lots, dont 2 lots de 15 villas de type F4 VIP, un lot de 10 villas F4 simple, 4 lots de 10 villas type F3, un lot de 20 villas F3, dont les travaux confiés à des entreprises diverses, sur financement du budget national, avec comme maître d'ouvrage le comité interministériel de la fête du 18 décembre et maître d'ouvrage délégué le ministère de l'urbanisme et du logement. Cette cité vient ainsi répondre à un problème crucial à logement dont a longtemps souffert la ville de Dosso. Ces logements accueilleront les participants des marques à la fête du 18 décembre. Le président de la commission accueil et hébergement nous donne ici l'assurance que tout le monde sera bien hébergé. Ce sont des investissements réalisés dans le cadre du programme Dosso Soga. Et bien entendu, ce sont des habitations qui serviront dans un premier temps à héberger les hôtes que nous allons recevoir à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre. Nous allons bien sûr utiliser ces belles villas et ces maisons à étages savamment construites pour héberger nos différents hôtes. Il y a une partie réservée aux VIP, il y a une autre partie qui servira à héberger des hôtes de marque. Tout le monde sera bien hébergé. Il n'y a pas d'inquiétude dans ce volet. Tout le monde, je dis bien, sera bien hébergé et bien alimenté. C'est sûr, parce que nous avons mis tous les moyens qu'il faut pour que ça soit ainsi. En dehors de cette cité du 18 décembre, la carte de passage présidentielle a été aussi réhabilitée et élargie avec la construction de nouveaux appartements présidentiels pour mettre les personnalités des marques dans un certain confort. Au niveau de toutes les régions, il y a ces cases de passage. Et d'avance, nous savons qu'il y a des compartiments qui seront réservés souvent aux visites des ministres, n'est-ce pas? Et puis bon, à d'autres personnalités étrangères qui pourront venir nous voir ici à Dosso. Maintenant, après les festivités, il faut pérenniser ces acquis. Dans un premier temps, ces logements serviront à l'hébergement du flux des participants aux festivités du 18 décembre. Et après, ils serviront à d'autres fins pour rentabiliser ce gros investissement. L'action conjointe ministère de l'élevage et commission de l'UEMOA est aujourd'hui l'hôte des populations de Balayara dans la région de Tillabéri. Objectif réception officielle de la construction du marché à bétail de cette localité. C'était en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Djabri, Borikal Badia et Jipono. Cette cérémonie entre dans le cadre de la réception provisoire des travaux de construction du marché à bétail dans la commune de Balayara, d'un coût global de 105 millions de francs CFA entièrement financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Ce marché à bétail a une superficie de 3 hectares. Il compte toutes les infrastructures et équipements indispensables au marché moderne de la sous-région. Il est construit dans les règles de l'art et en conformité avec les dispositions contenues dans le cahier de charges sur la gestion des marchés à bétail, a indiqué le directeur de cabinet du ministre de l'Élevage dans son allocution. Ce marché à bétail de Balayara permettra sans nul doute d'améliorer la compétitivité de la filière bétail, la professionnalisation des acteurs et confortera l'intérêt des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de la politique agricole commune, à soutenir et à financer les activités liées au développement des infrastructures de production et de commercialisation du bétail, a-t-il ajouté. Plusieurs allocutions ont marqué la présente cérémonie qui se tient à un moment où le train de la renaissance du Niger a atteint sa vitesse de croisière et conforte notre espoir de réaliser une véritable complémentarité de nos économies. Une visite guidée du marché à bétail a permis de découvrir les abreuvoirs et une rampe d'embarcation, un magasin de stockage, 3 hangars de négoce, un parc de vaccination, un bloc administratif et vétérinaire, entre autres. L'UEMOA envisage de financer la réhabilitation des marchés de Goté et Torodi et la construction d'un marché de petits ruminants à Terra pour un montant de 25 millions de francs CFA. Il faut ajouter que le marché à bétail de Balayara enregistre 49% du budget communal, loin devant la taxe d'impôt qui est estimée à 13 millions de francs CFA.
Ce mercredi, après la cérémonie de clôture de la réunion du premier comité national de coordination, de suivi et d'évaluation du programme d'appui à la réduction des risques d'insécurité et d'instabilité dans les régions du nord, nord-est et sud-est du Niger, IDS2, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix et l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger ont conjointement animé un point de presse. Il s'est agi d'expliquer à l'opinion publique l'instrument de stabilité mis en œuvre par la haute autorité avec l'appui de l'Union européenne. L'instrument de stabilité numéro 2 vient renforcer les actions qu'a fait l'instrument de stabilité numéro 1. Mais il est venu aussi prendre en compte les nouvelles menaces. Comme vous avez pu le constater, la zone d'intervention de l'instrument de stabilité numéro 2, c'est le nord-ouest. Le nord-ouest, c'est-à-dire la région de Tillabéri, qui est frontalière du Mali. C'est le nord, donc la région d'Agadez, qui donne sur la Libye. Et enfin le sud-est, donc la région de Difa, qui est frontalière du Borno, du Nigeria, du nord-est du Nigeria. Donc ce n'est pas un hasard que ce programme est suivi, ce qu'on peut craindre comme source d'instabilité venant de l'extérieur. Donc c'est un programme donc bien conçu et l'Union européenne a suivi notre analyse des menaces et des risques qui sont ceux de la période actuelle et qui pèsent sur notre pays. Pendant ces 2 jours, nous avons vu la mise en œuvre de ce programme. Nous avons vu les différents domaines dans lesquels le programme intervient. Le programme fait des activités génératrices de revenus. Le programme s'occupe également d'organiser, de financer des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Mais le programme a d'autres aspects plus soft qui sont l'animation de l'activité culturelle chez les jeunes, l'animation du dialogue religieux, l'appui aux écoles coraniques, autant de petits projets qui viennent compléter l'ensemble de l'architecture du programme. Je vais juste vous dire quelques mots. Donc, rappeler que l'instrument de stabilité intervient au Niger dans un contexte sous-régional fortement instable, notamment par l'insécurité persistante au nord du Mali, la quasi-absence de l'État au sud de la Libye, ainsi que par la montée en puissance de groupes extrémistes tels que Boko Haram. Donc le risque de contagion au Niger est réel. La perméabilité des frontières favorise la circulation de groupes armés qui se livrent à des trafics communautaires, historiques et tenter la frange la plus vulnérable de la jeunesse nigérienne. Ce premier comité a permis de faire le point sur l'évolution du programme et les résultats obtenus par chaque projet à un moment où il est toujours possible de chercher des solutions pour dépasser les difficultés et parvenir rapidement à des résultats tangibles dans un contexte souvent difficile. Un cours national de paludologie édition 2014 a clos ses travaux à Niamey. Le cours a pour objectif organiser le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Guy Machetea et Hadiza Hamidine. Le cours concernait des médecins, chercheurs, doctorants en sciences de la santé, cadres du ministère de la Santé publique et du Programme national de lutte contre le paludisme en vue de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre le paludisme. Ils ont été outillés sur 8 modules de cours théoriques ainsi que des conférences et travaux pratiques. Il s'agit notamment de savoir comment rédiger un plan stratégique de lutte contre le paludisme, les défis de la lutte contre le paludisme et la politique nationale et prise en charge du paludisme au Niger. C'est un cours qu'on souhaite pérenniser au niveau national et si possible prendre plus d'envergure dans les années à venir. Donc toute suggestion d'amélioration sera vraiment la bienvenue. Et parlez-en autour de vous de telle façon que nous ayons plus de candidatures encore. On le voit au fur et à mesure des années, le nombre de candidatures augmente. Là, il y avait, je crois, il a signalé une trentaine ou 35 candidatures. Donc,
la première année, ce n'était pas le cas. Donc petit à petit, le cours est en train de prendre sa place, de faire son chemin et d'augmenter en qualité d'année après année. Le délégué des participants a tenu à remercier le Centre de recherche médicale et sanitaire CMS pour l'organisation de ce cours et son impact sur la population. Le CMS a enfin remis des témoignages de satisfaction à 2 personnes ressources ayant collaboré avec le CMS et des certificats pour les participants. Clôture hier après-midi à Niamey de l'atelier de renforcement des capacités des inspecteurs et conseillers pédagogiques de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Cet atelier de formation a vu le jour grâce au projet d'appui au développement de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique avec l'appui de la Banque africaine de développement, Bad Khadijatou Hassan et Askou Jibrila. 34 conseillers et 21 inspecteurs pédagogiques de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique ont bénéficié de cette formation de 10 jours. C'est la 3e session du genre et elle entre dans le cadre du renforcement des compétences de l'encadrement pédagogique. Après la formation, une satisfaction générale se dégage. En effet, les inspecteurs pédagogiques ont suivi en 3 sessions de 10 jours chacune un renforcement des capacités dans les thèmes suivants. Enseignements fondamentaux, professionnalisation, enseignements spéciaux. Tous les thèmes annoncés ont été traités en partage sur des cas concrets vécus au Niger et ou ailleurs. Cher professeur Ibrahim Awad, cher docteur Babakar Diouf, merci et encore merci. Le consultant international Ibrahim Awad, recruté par la cellule de gestion du projet dans le cadre de ses activités, ainsi que son assistant Babakar Diouf ont expliqué clairement le bien fondé de cette formation et les résultats auxquels ils sont parvenus. Occasion pour l'inspecteur général des services Alassane Isiaka et le chargé de projet d'appui Mahamidi Oukali de mettre l'accent sur l'intérêt général de la formation mais aussi de sa particularité. Dans son discours de clôture, le secrétaire général du ministère des enseignements professionnels et techniques, au nom des plus hautes autorités de ce pays, a remercié les partenaires pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter au secteur éducatif de manière générale et de l'enseignement professionnel et technique d'une manière spécifique. À l'arrivée des autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence le Président de la République, M. Issoufou Mahamadou,